Salut à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes d'attaque pour une petite session de hacking. J'espère qu'on m'entend bien, que le micro fonctionne bien, que la musique est pas trop forte. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mathieu, je suis étudiant à l'école 42 et j'anime cette série pour APT 42, l'association de cybersécurité de 42 Paris. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série Road to OSCP. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une box Linux qui s'appelle Mirai. C'est une box très facile et relativement courte, mais très intéressante pour notre culture générale en cybersécurité. Pour ceux qui auraient loupé les épisodes précédents, ils sont disponibles sur la chaîne YouTube APT42 Club. Et bien sûr, si ce type de contenu vous plaît, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube et éventuellement mettre un petit pouce bleu. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans le chat. Et puis j'essaierai d'y répondre si je peux. On va se retrouver sur l'environnement Kali Linux, hein, comme d'habitude. Hop, le voilà. Et donc je vais vérifier que HackTheBox nous ait bien donné l'adresse IP de notre cible. Elle est là. Ok. Donc, comme d'habitude, on a ouvert un petit terminal. On a Cherrytree qui est ici au cas où on aurait des petites notes à prendre. On va tout de suite se mettre l'adresse IP comme ça de la machine. Comme ça, on ne l'oublie pas. Comme d'habitude, on va lancer un petit script qui va faire 4 scans différents sur notre cible. Je le rappelle rapidement, donc en fait, les 4 scans qu'on va faire, donc il y a un premier scan très très rapide. Vous le voyez là, il est d'ailleurs le premier scan il est quasiment fini, vous voyez. Il se fait très rapidement. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller regarder très très rapidement les ports qui vont être ouverts sur notre machine, mais sans tester tous les ports. Juste pour nous donner un petit aperçu en fait de la machine. Puis il va faire une deuxième passe en fait avec où là il va vraiment scanner tous les ports de la machine en essayant de détecter en fait les différents services. Ensuite, il va extraire en fait le script, il va extraire en fait les ports qu'on a trouvés et il va run les scripts de vulnérabilité de Nmap dessus. Et enfin, on finit toujours par un quatrième et dernier scan, qui est un scan en UDP, juste par acquis de conscience, pour vérifier qu'on n'ait rien oublié là-dessus. Voilà. Donc, le petit script, ce qu'il nous fait, c'est que il va nous convertir tout ça en HTML pour avoir une belle visibilité comme ça. Donc, ce qu'on s'aperçoit sur le basic scan, c'est que on a a priori 3 ports qui sont ouverts. Un port 22 avec un service SSH, un port 53, donc lui nous dit service domaine, mais en fait c'est bon, c'est du DNS. Et port 80, donc en HTTP. A priori, il y aurait peut-être un site web. On voit que notre deuxième scan vient de se terminer, qui lui va aller scanner vraiment tous les ports de la machine. Et là, on s'aperçoit que il aurait trouvé en fait des ports supplémentaires. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va actualiser ici. On va vérifier le full scan. Voilà. Donc là, on a des indications supplémentaires, on a des ports supplémentaires et on a un certain nombre de services en face. Donc, toujours le port 22 SSH a priori, donc on serait sur un OpenSSH en version 6.7p1. Le port 53, donc je vous avais dit DNS, c'est classiquement le port 53 c'est DNS, avec un service DNS Mask en 2.76. Le port 80 HTTP avec un Light TPD. Ouais, c'est ça. 1.4.35. Donc un port 1507 avec Platinum UPnP. A priori, on aurait la même chose sur ce dernier port qui est là, avec la même version, donc le 32469. Et entre les deux, on a un 32400, pareil avec un service HTTP, donc
peut-être un site web ici avec un service Plex Media Server. Voilà. Donc ça ressemble à un serveur de médias, peut-être de salon, ce genre de choses, quoi, par exemple. On va regarder si on a déjà le scan de vulnérabilité. Non. Ok. Donc, comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se résumer tout ça ici. Donc, on a un port 22 SSH et la version, le service, c'est OpenSSH en 6.7 P1. Donc, OpenSSH 6.7 P1. Ok, on va se le noter, puis comme ça on va le chercher après dans Searchploit. Donc sur le port 53, on a donc du DNS et c'est DNS Mask. Je crois que c'est comme ça que ça s'écrit. Ouais, c'est ça en 2.76. Ok, on va pouvoir se regarder ça aussi. Donc port 80, on a un... Je vais peut-être faire un copier-coller, mais je crois que ça fait dégueulasse le copier-coller. On va essayer quand même. 1.4.35. Ça va. Et donc on a dit c'est HTTP. Ça nous fait un petit résumé avec les versions comme ça en dessous. On se mettra les petits, éventuellement les petits screenshots ou les informations qu'on aurait récupérées sur Searchploit ou éventuellement dans les scripts Nmap. Donc là, a priori, on a le scan de vulnérabilité qui est terminé. On va le regarder juste après. Je finis simplement de noter donc toutes nos petites informations. Donc on a port 1507. Port 1507. Il nous disait que c'était du donc Platinium et c'est UPnP. C'est ça, ouais. UPnP. On va regarder si on trouve des informations dessus. Voilà. UPnP. Platinium et la version, elle est là. Voilà. Ensuite, donc 32400, c'est du HTTP et ce serait ce service-là qui tourne, donc un Plex Media Server. Donc 32400 HTTP. Alors c'est vrai qu'on perd un petit peu de temps, vous voyez, par exemple, à faire ça. Mais même moi, quand je le fais en perso, je le fais systématiquement. Pourquoi? Parce que ça va me permettre... le fait de le noter et de prendre un petit peu de temps dessus, ça va me permettre d'avoir de bien visualiser les différents ports, les versions qu'il y a, et éventuellement tout de suite d'essayer de distinguer quelque chose d'intéressant ou en tout cas de se le mettre vraiment dans un coin de la tête, quoi. Et donc c'est pour ça que ça je le fais systématiquement même quand je suis tout seul chez moi. Donc et puis bah là c'est cette version là, donc c'est la même chose que le 1507. Donc port, ok. Et c'est la même chose que celui-là, c'est identique. Ok. On va se regarder. On va se regarder le scan de vulnérabilité, voir si éventuellement il nous détecte quelque chose tout de suite. Donc on va regarder ça. Vuln, il est là. Salut. Alors, ok. Donc port 22.
il nous dit qu'il y a un certain nombre de choses, mais ça c'est systématique sur le OpenSSH. Ce qu'on va faire, tiens, on prend chaque port, on regarde les vulnes que lui a détectées, et en même temps on va chercher ça dans Searchsploit. Donc Searchsploit, et notre version, elle est... on va mettre OpenSSH, juste déjà, OpenSSH. Histoire de voir un petit peu la tête que ça a. Et nous, c'est la version 6.7. Donc a priori là, rien qui nous intéresse. Éventuellement ici, mais pour l'instant, c'est que de l'user enumeration ou de la user privilege. Ok, donc là, rien qui peut éventuellement nous intéresser en fait pour avoir un accès initial au serveur. Là non plus, donc là on va rien noter. Je me suis fait récemment un petit alias, je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré. Je mets NSE, OpenSSH. Là-dessus, il va rien avoir. Mais en gros, je vais vous le montrer après sur un autre port quand il nous donnera des résultats. C'est un petit alias que j'ai fait histoire de faire une recherche en fait dans les scripts Nmap. Donc en gros, il y a un certain nombre de scripts qui sont disponibles sous Nmap, soit des scripts d'énumération ou pour checker des vulnérabilités. Et donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit alias qui va faire une recherche. Je vous montrerai ça tout à l'heure quand il nous donnera un résultat. Ok. Port 53. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, lui, un certain nombre de vulnérabilités. On a notre service qui est là. Là, c'est encore une espèce de liste de vulnes un peu à la OpenSSH. En général, quand je vois ça, ça ne m'attire pas spécialement. Ça sent vraiment la vulne qui est inexploitable, qui nous sort comme ça un peu tout le temps, et voilà. Donc, on va chercher sur Searchsploit, DNSMask. Nous, c'est quelle version? C'est la 2.76. Donc, a priori, là, avec les 2.78, on aura peut-être quelque chose à faire. Maintenant, a priori, on va regarder, mais je pense pas que ce soit... donc là, on a du déni de service, on a de l'information. Après, il faudra regarder au niveau du heap overflow, integer overflow, mais je pense pas que ce soit ça qui nous donne un accès initial au serveur. Maintenant, on va quand même se le garder de côté. On va utiliser Flameshot, et puis on va se garder ça de côté, juste histoire de l'avoir sous la main si vraiment on a rien à faire. Hop, et on se le garde. Tiens, on va se le mettre là par exemple directement. Ok. Du coup on continue. Donc je vous ai dit NSE. Est-ce qu'il va nous sortir un truc là sur le NSE? Par exemple, si je fais NSE DNS, vous voyez, en fait là ça va me sortir en fait une liste des scripts Nmap qui sont utilisables en fait sur du DNS. Donc en fait c'est un truc qui est tout bête. Je vais vous montrer. Cat clac ZSHRC. Vous voyez, en fait c'est une petite alias tout con qui est ici. Donc dès que je tape NSE, qu'est-ce que ça fait? Ça va faire un locate sur tous les fichiers en .nse. Donc en fait tous les fichiers en .nse, c'est les fichiers script de Nmap. Et puis ensuite je vais faire un grep-i. Donc ça c'est pour éviter le lowercase ou enfin majuscule minuscule. Et puis ma variable, en fait, ce que je lui ai passé en paramètre. Donc en fait, c'est pour ça que dès que je fais NSE, DNS, il me fait mon petit grep. Voilà, c'est histoire de des petits trucs pour se simplifier la vie en alias. J'aime bien ce genre de petites conneries. Là, a priori, sur notre version, il ne trouve rien de particulier. Sur DNSMask, on va juste comme ça. Mask. Non, il trouve rien. Ok, donc on continue. L'ITPD, on va essayer. Searchsploit. Ah oui, non, on avait dit là. Donc lui, il n'y a rien. Donc là, il a rien. Simplement, il nous confirme en fait donc la version.
Là, il nous dit Vulner aurait éventuellement quelque chose sur l'ITPD. Donc ça, éventuellement, ce qu'on va faire, on va se le screenshotter comme ça. Boom. Et on va se le mettre dans Cherry Tree. Ok, et en plus de ça, on va aller chercher sur Searchploit. Donc là, on fait du standard. On énumère vraiment nos ports, nos versions. Pour chacune des versions, on fait un check, Searchploit, script. Et ensuite, on essaiera les différentes choses. Et si vraiment là-dessus, on trouve rien du tout, là, après, on ira chercher un peu plus sur Internet. On ira creuser. Donc, Searchploit. Ok, lui il a un certain nombre de choses. Est-ce que c'est notre version 1.435, 1.4. Je sais pas. Bon, Denial of Service, non. C'est clair que non. Ça, je sais pas. Faudrait regarder ce truc-là, éventuellement. Et celui-ci, non. Donc peut-être celui-là. Mais et encore, Information Disclosure. Je suis pas sûr que ça nous donne grand-chose. Je vais juste le screenshotter vite fait. On sait jamais. On se le garde sous le coude. Hop. Voilà. On a comme ça, on a toutes nos infos. UPnP, donc Platinum UPnP. Donc on va chercher ça. Lui, qu'est-ce qu'il nous a dit? Alors lui, il n'a rien trouvé du tout sur Platinum UPnP. Il nous donne quelques indications. Et sur l'autre Platinum, là, je vous rappelle, il y en a deux. Rien du tout. Ok. Donc on va le chercher dans Searchploit. Est-ce que j'ai fait NSE là? Non, je n'ai pas fait NSE. NSE, Light. Non, rien. Ok. Donc Searchploit. On fait quoi? Platinum. Comme ça. PHP Nuke Platinum, je suis pas sûr que ça corresponde à ce que nous on veut. Ça n'a pas l'air d'être la même chose. On va faire UPnP. Ok. Là on a plus de résultats, mais a priori on n'a pas de Platinum UPnP. Je le vois pas. Là je vois un Platinum, mais je pense pas que ce soit la même chose. Donc pour moi, a priori, là on a rien. Ok. On passe au suivant. Donc service HTTP, il trouve un certain nombre de choses. Cross Domain Permission, là rien. Il nous dit a priori on a un certain nombre de dossiers en fait sur ce site web auquel on aurait accès. Donc il va falloir tester. On voit pas une vulnérabilité particulière ici qui nous saute aux yeux. Même ça, il va falloir tester dans Burp, je pense. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce que c'est ça, Plex Media Server. Ah oui, non, alors attendez, j'ai pas fait mon fameux NSE sur UPnP. On va essayer. Ok. Lui, il y a peut-être des choses à faire là-dessus. Je vais prendre ça quand même. Je suis en train de faire un screenshot sur mon Mac alors que je suis sur la Kali. Ça va pas le faire. Voilà, ça c'est bon. Du coup, on le met ici aussi, puisqu'il est en double. Et Plex Media. Alors, Searchploit, Plex. Ok, a priori, on a des petits trucs qui sortent là. On a du Plex Media. On en a deux. Est-ce que ça correspond à l'une de nos versions? Nous, on n'a pas de version là. Hein. Est-ce que dans le code ici, on a une version? J'ai pas l'impression. Ok, donc nous, pour l'instant, on n'a pas de version là-dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va se screenshotter ça. On va se le mettre de côté. Et si à un moment donné, on arrive à obtenir la version du Plex,
peut-être que ce sera intéressant. Ah, je suis encore en train de faire un screenshot sur mon Mac. Tellement l'habitude, hein, c'est horrible. Voilà. Ok, copier et on se cale ça là. NSE, quand même, on sait jamais. NSE, Plex. Rien. Ok, bon. On fait un petit tour de ce qu'on a trouvé. Ah bah là, donc oui, non, là on n'avait rien trouvé de particulier sur le SSH. On va le tester à la main. Maintenant, on va essayer de tout tester à la main. Donc port SSH, rien de particulier. Port 53 DNS, donc DNS mask avec quelque chose qui pourrait correspondre en fait à notre version. Maintenant, dans les exploits qu'ils nous proposent, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose vraiment qui nous intéresse. On pourra creuser éventuellement après, mais déni de service, ça nous intéresse pas. Pourquoi pas information leak, mais je pense qu'à la mano déjà on pourra avoir les informations dont on a besoin. Et le hip overflow peut-être, je sais pas, ça faudra vérifier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Ensuite port 80. Donc port 80, Nmap nous a sorti un certain nombre de choses, on pourra aller les vérifier éventuellement. Si en testant le site à la mano on n'a rien. En tout cas il n'y a rien qui saute vraiment aux yeux. Ici dans Searchploit, j'ai rien qui nous saute aux yeux non plus. Parce qu'au niveau des versions, on n'est pas bon à part éventuellement celle-là. Mais bon, j'y crois pas des masses. On se la garde sous le coude. Ensuite, port 1507. Ici, a priori, on a quelque chose qui serait pas lié à notre version, mais qui pourrait peut-être nous donner des informations sur un port UPnP. Donc on se le garde parce que peut-être que ça nous permettra de tester ce port là et puis d'avoir des informations supplémentaires. Plex Media, donc au niveau du Plex Media, là on a deux versions d'exploit, multiples vulnérabilités sur une des versions et puis l'autre processing. Donc c'est quoi? External Entity Injection. Donc c'est deux choses qui pourraient nous intéresser. Malheureusement en fait on n'a pas la version pour le moment du Plex Media. Maintenant peut-être qu'en en étudiant à la mano on trouvera la version. Ici on a la même chose que sur le port 1507. Donc on verra ce que ça donne. Ok, on se met tout ça de côté et puis on va tester à la main comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on a qui s'est terminé? Ah oui, bah là on a le port UDP, donc le UDP scan qui est sorti et qui nous dit qu'il y a un port ouvert en 32. Donc ça on va se le noter aussi. Ça je le note quelque part. Clac. Donc là j'ai pas tout remis ici hein. Mais là j'ai pas tout remis ici les scans, mais si vous avez regardé un petit peu les reports que je vous envoie parfois sur le Discord, vous verrez que systématiquement moi quand je fais les box je mets tout ici. Je mets la commande que j'ai effectuée, puis je fais un copier-coller en fait des commandes qui sont sorties dans le terminal ici, et ensuite je fais un screenshot de ça. Comme ça j'ai toutes les informations. Et d'ailleurs le fait de copier le terminal et ça, en fait parfois il y a une différence entre ce qui nous sort ici et certaines informations que je vais avoir dans le terminal, notamment des ports. Parfois en fait ce qui va me ressortir, genre là il va me sortir par exemple un port qui est filtré. Et ben en fait le port qui est en filtré ici, il va pas me l'afficher ici, alors qu'il me l'affiche sur le terminal. C'est pour ça que quand je fais mon report, moi, je mets tout ici. Les services, et donc, on y va à la main. Alors, port SSH. Donc, comme d'hab, hein, on va se faire un petit SSH root. Alors, attendez, on va déjà se mettre dans le bon dossier. Clac. Ouais, on est bon. Donc, SSH root. Alors à chaque fois que vous me voyez faire ça, c'est marrant parce que jusqu'à maintenant, à chaque fois que je l'ai fait, ça n'a jamais marché. Hein. En tout cas, quand on le fait en stream. Pourquoi je le fais? C'est parce que, en fait, ça m'est arrivé de le faire et de tomber sur des informations intéressantes qui pouvaient être en fait à ce niveau-là. Ou quand on rentre le mot de passe ou ce genre de choses. Donc c'est pour ça que je le fais. Donc la route,
On essaie route, on essaie de guess. Là, on a 3 essais et on n'ira pas plus loin. Password. A priori rien. Et on va tester Mirai. Mirai, qui est le nom de la box. C'est un nom Jap. Ok, permission denied. Donc là, nous, pour l'instant, on n'a rien du tout. Ok. On va passer à la suite. Donc la suite, c'est port 53 DNS. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du port 53 ? Au niveau du port 53, on va pouvoir utiliser en fait un outil qui s'appelle Dig. Et donc il y a une ligne de commande qu'on utilise, enfin que moi j'utilise systématiquement pour essayer d'avoir des informations sur la version. Ouais, c'est ça. Et donc là en fait, merde. Hop, loupé. Voilà. Si j'appuie sur entrée avant d'avoir entré l'IP, ça marchera pas. Voilà. Donc, les informations qu'on a ici, c'est simplement en fait des informations qui confirment les informations qu'on a eues dans Nmap. Donc la version et on n'a rien d'autre de particulier qu'on puisse voir ici. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre à ce niveau-là, au niveau du DNS éventuellement alors en fait je vous l'ai déjà montré, mais il y a un truc que je fais assez régulièrement. Moi je me mets sur je suis sur un petit site qui s'appelle Actrix. Et par exemple, vous allez rechercher le port 53 DNS, on est en train de tester. Et lui, il va vous proposer un certain nombre de commandes dans le cadre de votre pentest. Donc il vous donne un petit aperçu en fait de ce que c'est ce port 53. Il vous dit comment est-ce que vous pouvez choper la bannière avec la version. Donc en fait, ça c'est exactement ce qu'on vient de faire. Il y a des scripts. Je pense que tout à l'heure, en fait, Nmap a déjà fait le script. On peut essayer un zone transfert et éventuellement, on va voir si ça peut le faire. Et je crois pas. Non. Rien. Ok. Donc on va passer à la suite. Là, il y a différentes choses, mais en fait, nous, on n'a pas de domaine, on ne sait pas. On pourrait faire le NS lookup, mais là, on n'a pas d'informations supplémentaires, donc ça ne nous donnerait rien. Voilà, on a un certain nombre de choses là, mais qui ne nous intéressent pas pour le moment. Voilà, donc on a testé brièvement notre port DNS, et on va passer au suivant. Donc, le port suivant, c'est le port 80. Qui dit port 80, site web, dit Burp. Donc, on va lancer Burp Suite. Donc, je le rappelle, Burp Suite, en fait, c'est un proxy. Lui, il va se mettre, en fait, entre notre cible et nous. Et il va analyser, sauvegarder et analyser tout ce qui se passe entre nous. Ça va nous permettre aussi d'intercepter en fait des requêtes, de les modifier à la volée et de les renvoyer vers la cible par exemple. Donc au niveau du proxy, moi je n'intercepte pas quand je fais ma première analyse comme ça. Je vais ouvrir leur browser. Alors là, deux solutions, soit vous ouvrez leur browser, c'est une espèce de, je pense que c'est une sorte de Chromium là. Sinon, deuxième solution, en fait, dans Firefox, vous pouvez par exemple ici vous mettre une petite extension. Moi, j'utilise Foxy Proxy, par exemple, ou Proxy Foxy, je ne sais plus dans quel sens. Et j'enregistre en fait les paramètres de Burp, et donc j'active le proxy en fait directement dans la petite extension comme ça. Donc, notre adresse IP. Enfin, l'adresse IP de la machine à attaquer, clac. Et donc nous, on veut tester sur le port 80. Ok. Alors c'est bizarre parce que il nous dit qu'il a rien trouvé. Il nous dit qu'il a rien trouvé et pourtant
Il nous dit qu'il a rien trouvé. Et pourtant, quand on était au niveau des scans, là, qu'est-ce qu'il nous disait? Lui, il arrivait à... Bon, je sais pas. Il arrivait à tester quelque chose. Enfin... J'avais l'impression qu'il arrivait à se connecter pourtant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'historique de notre requête. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On fait notre requête aussi à notre cible. Ok, on a notre user agent. Donc nous, il est là. Ok, rien de particulier dans notre requête. Et dans sa réponse, il nous dit « J'ai pas trouvé ». Il nous dit « X-Pie Hole, a black hole for Internet advertisement ». Donc là, on a un truc qui est chelou. Et le reste qui est du classique avec la version de notre serveur. Donc là, on a un truc qui est un peu chelou parce que qu'est-ce que c'est ça? En gros, pourquoi il nous dit c'est qu'il y a un black hole? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre un petit screenshot de ça. D'ailleurs, on va pas se prendre de screenshot tout de suite. Je vais mettre un petit nœud en plus et on va dire port 80. Parce qu'on est en train de tester le port 80 et on va noter ici les petites choses qui sont intéressantes. Donc là, il y a un truc qui est assez bizarre, c'est ça là. Et on va essayer de regarder sur internet ce que c'est. Parce que qu'est-ce que ça vient foutre là? Un trou noir, en gros. Et c'est pas normal. Donc, je copie ça et on va faire notre petite recherche, tranquillou. Et va nous dire ce que c'est. Donc, voilà. Bon, bah là, on a quelque chose. On a quelque chose qui est intéressant. Hop là. Ok. Pi-hole. C'est un bloqueur de publicité au niveau du réseau. Pi-hole, c'est pas un truc qui tourne sur un pi pour bloquer les pubs sur le réseau. Exactement. Exactement, c'est ça. Donc là, en gros, a priori, c'est un soft que tu mets sur un Raspberry Pi et que tu mets sur ton réseau et qui va bloquer les pubs. Voilà. Donc, en fait, ça nous donne une indication qui est ultra importante ici. C'est que a priori, en fait, on serait en face d'un Raspberry Pi. Alors, est-ce que nous, on est en train de pentest un Raspberry ou est-ce que il a une version du soft, je sais pas, sur sa beacon ou autre, ou sur son réseau, voilà, je sais pas. Mais en gros, là, on a une indication qui est intéressante. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est peut-être... alors, attendez... On va essayer de se renseigner un peu plus là-dessus. Est-ce que... Donc là, on a le site officiel. Voilà. A priori, on a le site officiel et le GitHub là. Donc là, on va avoir des infos supplémentaires. Donc Pi-hole, ok. Voilà. Donc ça peut s'installer sur ce type d'operating system. Donc il y a des chances qu'on soit sur un Raspberry Pi, mais peut-être pas. Peut-être pas, puisque a priori ça s'installe sur différentes plateformes. Docker, Debian, Ubuntu, Fedora, etc. Install Pi-hole, ok. DNS, d'accord. Donc pour l'instant c'est cohérent avec tout ce qu'on a vu, puisqu'en plus on avait le port DNS qui était ouvert, etc. Ça bloque les publicités. Est-ce que c'est ça qui là nous bloque, ou alors c'est juste que en fait il y a peut-être pas de page en fait à regarder. Mais en tout cas, ça leak une information en tout cas. Et a priori, il y a une interface. Donc, il y a une interface web pour le Pi-hole. Donc, peut-être que
peut-être qu'on pourrait accéder à cette interface web. Ok. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu le GitHub, s'il y a des choses intéressantes dedans. Est-ce que c'est exactement la même chose? Donc facile à installer, robuste, etc. Est-ce que lui, il pourrait nous dire, par exemple, comment se connecter à l'interface? Si je fais interface, interface, non. Command line interface, non. Ah, web interface. Ok. The web interface dashboard. Ok. Ok, donc c'est optionnel. Donc c'est possible que, en gros, ça n'existe pas. Ok. Et donc, a priori, pour accéder à ce dashboard, il y a deux manières. Soit PyHole, admin, soit adresse IP, admin. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... ça, c'est une information qui est intéressante parce que, du coup... on va tester les deux. On va tester les deux et on va voir si on a un match, quoi. Est-ce qu'on arrive à se connecter à une interface ou pas? Et du coup, de cette interface, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Donc, lui, ce qu'il nous dit, c'est que ce que je pourrais faire ici, en gros, c'est mettre un admin. C'est le premier truc. Est-ce que ça va fonctionner? Ça a l'air de mouliner. Ce qu'on peut faire, c'est... là, on voit que, a priori, en se connectant en py.all/admin, on peut faire quelque chose. Donc, en fait, ce qu'on peut faire, c'est aller éditer notre fichier host, donc qui sert à la résolution en fait des noms de domaine sur notre ordinateur, sur notre bécane d'attaque. Ouais. Et mettre justement le fameux nom de domaine. Nous, notre adresse IP, c'est de notre bécane d'attaque, c'est 133.249. 133.249. Et donc le nom de domaine dont il nous parle, c'est py.all. C'est ça, hein, ici. Ok, donc on sauvegarde ça. Ah, je suis pas en sudo. Je suis pas en route. Hop, on recommence. Ok, ça y est, on y va. Donc là, on a dit c'est 133. Putain, je l'ai plus en tête. 249. 249. PyHole. Ok, donc là on a changé. Ce qui veut dire que... Ah bah ici on peut s'y connecter, voilà. Bon, en fait, le fait de le changer, ça a dû faire en sorte qu'on puisse se connecter direct là. Du coup, si on fait ça, c'est pareil, hein, je pense. Hein. Py.hole. Ouais, c'est ça. Ok, donc vous voyez, donc en fait, il y a bien une interface. Il y a bien une interface PyHole. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir d'intéressant? Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre un petit screenshot de ça. Clac. Et on va le mettre ici pour dire ok, on a fait ça, ça, ça. Ok, et on est tombé là-dessus. Et donc là, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'on a une version de PyHole. Donc on est sur un PyHole v3.1.4. On a web interface, je vais le noter, mais
Interface. 3 points. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, je note tout, hein, et puis comme ça, on fera les recherches si besoin. FTL 2.10. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester. Là, on a un logging. A priori, on n'aurait pas besoin de logging, mais simplement d'un mot de passe. Bon, on va faire password. Juste comme ça, histoire de rire. Ok, non. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher... PyHole. Default credentials. Ok. Donc lui, ce qu'il nous dit... Alors là, ok. Donc là, il nous dit en fait, en gros, si tu es sur un PyHole, limite, c'est forcément sur... ça a l'air d'être forcément sur un Raspberry et que, en gros, ton mot de passe, ton username et ton mot de passe du Raspberry, c'est ça. Bon. Pareil, on va se le noter. Hein. Ça, on va pas se le noter comme ça, on va se le noter comme ça. Clac. Donc ça, c'est un truc qui est intéressant parce que ce qu'il nous dit, c'est que éventuellement le Raspberry, on pourrait s'y connecter comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer Raspberry là directement. Raspberry. Ici, peut-être. Hein. Non, rien. Donc, là, ce qu'on peut faire, du coup, c'est que, en fait, on peut peut-être essayer. Maintenant qu'on a un nom de domaine, vous vous souvenez tout à l'heure, on a fait dig. Alors attendez, c'était quoi? On a fait dig sur le DNS en fait. Tout à l'heure sur le DNS, on n'avait pas. Je vais le remettre là. Pentesting DNS. Je vous avais dit tiens, on va pas plus loin parce que on n'a pas de nom de domaine pour aller plus loin. Mais en fait, du coup, maintenant, on a un nom de domaine puisque c'est py.all. Donc éventuellement ici, on va essayer de tester plus d'infos. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est on prend ça et on utilise toujours dig. Donc dig avec le DNS IP, donc l'IP de notre cible. Le nom de domaine du coup qu'on a maintenant, qui serait py.all. Et ce qui nous donne... Ok, donc là on a des informations supplémentaires par rapport à tout à l'heure. C'est-à-dire que là, on n'a plus la version de tout à l'heure, mais là il nous dit py.all. Et regarde, il y a une adresse, en gros il y a une adresse IP. Alors je sais pas à quoi ça correspond. C'est pas la mienne. On va essayer. IP, merde. Donc clairement, c'est pas mon IP. C'est pas mon IP, donc cette IP là, elle correspond peut-être à quelque chose. Ce qu'on va faire, c'est pareil. On va se le noter ça. Clac. Ah merde, je prends tous mes screenshots depuis tout à l'heure à chaque fois avec le truc du Mac. Clac. Donc on se le note. Je vais le mettre là. C'est pas très ordonné là. Hein. c'est même pas du tout ordonné. On va faire ça. Port 53 DNS. Et on se le note là. Ça, c'est une information qui est intéressante. Enfin, je pense. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire avec un DNS et une adresse IP?
Est-ce que vous avez une idée d'un truc qu'on pourrait faire? On a un DNS sur le port 53, une adresse IP, on ne sait pas à qui elle est. Là, en fait, il y a un truc qu'on peut faire. C'est justement demander au DNS, au DNS à qui elle est l'adresse IP. Donc, on va utiliser NSLOOKUP. On va utiliser NSLOOKUP. Tout court. Comment on l'utilise? Alors, on met serveur. Donc, nous, notre serveur, le serveur DNS à qui on veut demander, qui est le DNS cible en fait. Et comment on lui demande? Est-ce qu'on met juste l'adresse IP qu'on veut lui demander ou comment on lui demande? Ouais, juste l'adresse IP. Et là, je lui dis, bah tiens, cette adresse IP là, est-ce que tu peux me dire à qui elle est? C'est marrant parce que du coup, il nous dit, elle est au Raspberry Pi. Donc en fait, la limite, c'est une confirmation de ce qu'on pensait avant. C'est-à-dire que c'est en face, on a un Pi Hall et il est sur un Raspberry Pi. Ok. Donc ça, on se le note. Parce que c'est une information super importante, parce que finalement, c'est un peu la confirmation de ce qu'on pensait. Donc, ce qu'on s'est noté là tout à l'heure, ce default user and password pour un Raspberry, qu'est-ce que c'est? C'est Pi en logging et Raspberry. Bah, on n'a qu'à essayer de s'y connecter en fait au Raspberry. Donc ce qu'on va faire, waouh, fausse manip. Fausse manip. Voilà. Voilà. Alors, SSH, Pi, l'adresse de notre cible, password, donc Raspberry, et on est connecté. Donc là, on a réussi à se connecter au Raspberry Pi parce que il a le logging et le mot de passe par défaut. Ça, c'est normalement le premier truc que vous devez changer. Et d'ailleurs, même, c'est ce qu'ils vous disent ici. Ils vous disent, dès que vous avez installé Pi Hall, le premier truc que vous faites, c'est changer le mot de passe. Sauf qu'a priori, le mec qui l'a installé, bah, il l'a pas changé. Et là, quand vous vous connectez en SSH, c'est pareil. SSH is enable and the default password for Pi et a pas été changé. Donc en fait là il est en train de vous dire mais change-le quoi. Donc ça n'a pas été changé et on a de la chance. Donc du coup on est qui? On est Pi. On est Pi, a priori on fait partie du groupe sudo. Ce qu'on aime bien. Du coup, si je regarde un petit peu, est-ce que je peux voir les utilisateurs qu'il y a sur le Raspberry. Donc on a root, hein, bien sûr, et on en a différents là. Pi, Plex. Alors le Plex, a priori, il est aussi. On va juste grep nologon. Nologin. Voilà. Donc, on a root. Ok, Pi, ok. Donc, a priori, on serait un des seuls utilisateurs. D'ailleurs, où est-ce qu'on est là? On est dans Home Pi. Je sors de là juste pour voir. Ok, il n'y aurait que Pi comme utilisateur. Et Pi comme utilisateur, est-ce qu'on a sur le desktop? Ok,
Ok, donc on a le user qui est là. Là, si je fais... Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour cette box... non, le user, je vais pas le user, je vais pas je vais pas le donner. En fait, vous verrez, il y a un truc particulier pour le root tout à l'heure. Donc, pour le root, vous serez entre guillemets obligé de voir le flag. Donc, pour ce soir, on montrera le flag de root, mais je vais pas montrer le user. Donc, on va juste le compter. Hein. Donc il y a 32 caractères, donc c'est bien le flag. Et surtout on a les droits pour le lire. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire sur cette bécane? Sudo-L. Est-ce qu'on a des droits particuliers? Ouais, donc ça veut dire qu'on a tous les droits en fait. Juste, on peut faire tout ce qu'on veut en no password. Donc sudo su et je suis root. Ok. Donc on est root sur la bécane. Root. Et du coup, si on va dans le fichier root, dans le dossier root, qu'est-ce qu'on trouve? Notre root.txt. Alors c'est là que je vous disais, il y a un truc. Donc là, si je refais la même chose, wc root, là on a 76 caractères. Pas normal pour un flag. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le lire. On va le lire ensemble. Donc il nous dit, j'ai perdu le route txt et je pense que j'ai peut-être un backup du route.txt dans ma clé USB. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver la clé USB. Donc, on est où là? Ouais, on est là. ls-l. Donc où est-ce qu'on va la trouver la clé USB? Donc éventuellement, donc il y a plusieurs endroits où on pourrait la trouver. Je pense à Media, peut-être Monte. Donc Media, USB stick, Lost and Found et Damn it. Bon, on va essayer déjà par Damn it. Ok, sorry man, j'ai accidentellement supprimé les fichiers de la clé USB. Est-ce que tu sais s'il y a un moyen de les récupérer? Ok, donc en gros, ouais, oups. oups la boulette. Donc là, en gros, le mec, il a fait de la merde avec le fichier root.txt sur le desktop. Il s'est dit, tiens, j'ai peut-être un petit backup sur ma clé USB. Et en fait, non, il a dégagé tout ce qu'il avait sur sa clé USB. Donc, est-ce que nous, on a un moyen de trouver comment faire? Donc là, déjà, ce qu'on a, on a un Lost and Found ici. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est déjà regarder s'il y a quelque chose ici. En fichier caché, il n'y a rien. Donc là, là, c'est la galère. Donc, après moult recherches, j'ai trouvé quelques petites méthodes. Et là, en gros, la partie pour récupérer le flag root, elle s'apparente quasiment à du forensics, pour ceux qui font un peu de tchal. Donc, déjà, comment est-ce qu'on peut lister nos différents disques et nos différents clés USB, etc. Donc sous Linux, on va faire df-lh. Donc je vais vous mettre là. Donc dh, c'est parce que en fait c'est human read, c'est
attendez, man, df. Donc, voilà, c'est local et human readable. Voilà. Donc, il va regarder en local, en fait, ce qu'on a. Donc là, vous voyez, on avait bien notre média USB stick. Qu'est-ce que ça nous donne comme autre information? Par exemple, là, vous voyez qu'on a, on a nos SDA, SDA1, SDA2. Donc ça, c'est lié au disque, en fait, d'install. Ça, c'est les volumes, etc. Et en fait, notre média USB stick, a priori, il correspond... Donc, lui, il était monté, vous voyez, il était monté dans média USB stick, où il n'y a plus rien. Mais en fait, le file system de média USB stick, c'était dev SDB. Donc, ce qu'on peut faire, c'est aller voir dans dev. On va faire comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On a bien nos SDA, SDA1, SDA2, SDB. Et SDB, c'est un... binaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur un binaire? Là, comme l'autre fois, je vais vous montrer deux méthodes. Première méthode, la gitanie. Là, on est dans la méthode de gitan. Donc, la première méthode de gitan sur un binaire, c'est string SDB. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un certain nombre d'informations, notamment qu'il y a eu du root.txt dans le coin, qu'il y a eu du damit, etc. Et surtout, une information qui est essentielle et qui est ici, qui est notre flag. C'est la version Gitani. Maintenant, je vais vous montrer une autre version qui me plaît pas mal. Vous allez voir, c'est assez rapide. Et qui est moins bancal que ça. Parce que là, en gros, on n'était pas sûr de le récupérer. Alors moi, au début, j'ai fait pire que ça. J'ai fait 4 SDB. Hein. Voilà. Donc là, déjà, on est bien. On est bien. On est bien, mais pareil, là, c'est on a quand même les infos. Mais voilà. C'est parce que le créateur de la box a dû être sympa. Mais en gros, le truc qu'on peut faire ici, donc déjà, ça va être de se rapatrier notre... je vais rapatrier en fait le binaire chez nous ici. Donc ce que je fais en fait, c'est... donc je vais convertir... En fait, je vais convertir le binaire en exe. Alors, si je vous montre là, par exemple, si je fais juste ça, je vais le mettre dans un fichier. Hein. Mais en gros, là, on a l'exé on a l'ex du binaire. Donc là, il y a beaucoup de zéros, mais à un moment donné, normalement, il y a des informations à l'intérieur. Donc ça, je le prends et je vais le mettre dans un genre /temp / genre usb .xxz. Ok. Et ce fichier là, je vais le rapatrier chez moi. Donc scp, parce qu'on n'a rien d'accès SSH. Hein. Donc là, je vais utiliser scp. C'est ce qui est assez facile. Alors attendez, je suis pas dans le bon dossier. Par contre là, je vais juste me mettre là histoire d'avoir mon adresse IP. scp. Donc pi at 10.129.133. Donc là, en fait, je vais juste prendre le fichier texte de l'exé de notre binaire. Deux points et on l'a mis en /temp/ et il s'appelle usb.xxdp. C'est ça, je crois. Oui. Et nous ici, on va l'appeler. On va l'appeler pareil. usb.xxdp. Et là, normalement, il est censé donc raspberry
il est censé nous télécharger notre fichier. Donc là, on a notre fichier avec l'ex de notre binaire. Ouais, c'est moche là. On a l'impression qu'il y a que des zéros, mais il n'y a pas que des zéros dedans. Et en fait, tout simplement, on va le reconvertir en binaire là. Donc, XXD, -P, donc R pour reverse. Et sur le fichier USB. Et tu nous le mets dans... on va l'appeler pareil, SDB. Ok. Donc là... J'ai bien mon SDB. Si je refais un... Comme on avait fait un string. Je vous avais dit. Avec la Gitanie là. Voilà. On a la même chose. Hein. Du coup c'est le même fichier. Et là ce qu'on va faire. C'est qu'on va faire... alors moi ce que j'avais essayé de faire là. J'ai essayé plusieurs choses. J'ai essayé de le monter. J'ai essayé de le remonter en fait chez moi. Genre sur monte. L'USB stick, il a pas voulu. Enfin, il a bien voulu, mais ça servait à rien. On n'avait pas le fichier route. Et c'est juste que j'avais peur que ce soit altéré en fait. Souvent, alors oui, on aurait peut-être pu le télécharger directement. Simplement que, en fait, parfois quand tu fais du transfert de binaire comme ça, tu as une altération en fait du binaire, ça arrive. Donc en fait, en faisant ça, en fait, j'ai pas d'altération du binaire puisque j'ai transféré un fichier texte. Voilà, c'est tout. Peut-être qu'on n'aura pas eu d'altération et que ça n'a servi à rien, mais voilà. Vous saurez que parfois, en fait, si tu veux faire un upload ou un download en fait d'un fichier, tu peux le faire comme ça en ex. Parce que comme ça, tu n'auras pas d'alternation de ton binaire. Donc, non, faire le checksum, c'est pas équivalent. Le checksum, en fait, ça va être pour vérifier qu'ils ont bien le checksum. Donc, en gros, ce qu'on aurait pu faire, c'est en gros, ici, ici, on faisait notre checksum de SDB. Donc, tu faisais le checksum ici, tu prends le hash qui va te filer, et ensuite, une fois que tu as transféré ton binaire, tu refais un checksum ici, tu vérifies s'ils sont équivalents. S'ils sont équivalents, c'est que tu n'as pas eu d'altération normalement de ton binaire. Voilà. Mais le checksum, en fait, il va pas tu peux pas genre faire un checksum ici, prendre ton checksum et le mettre là, et puis retransformer en binaire. Ça marche pas pareil. En gros, c'est juste que tu vérifies d'un côté le checksum, tu vérifies de l'autre s'il y a... En fait, tu vérifies deux hash, quoi. Pour voir s'il n'y a pas eu d'altération. Donc là, en fait, j'avais essayé avec pas mal de différents petits softs, techniques différentes. J'en ai trouvé une qui est pas mal. C'est un soft qui s'appelle Undelete. Et donc, on va lui dire Undelete SDB. Donc, notre binaire. -restore all. Restore nous tout. Et donc, c'est des recovered. Et là, il nous a carrément bien restauré en fait notre fichier root.txt. Si je fais 4 root.txt, là on a le vrai fichier d'origine en fait. Alors on aurait pu faire un autre truc. Alors il y a un autre truc que j'avais fait, c'était test disk. Souvent test disk il marche pas mal aussi. Donc test disk SDB, sauf que lui, zut, oui je suis pas dans le bon truc. Donc test disk SDB. Donc là, lui, il voit bien mon petit SDB qui est là. Vous voyez. Je lui dis, vas-y, proceed. Je lui dis, partition, OK. Et je lui dis, liste-moi la partition. Et en fait, il voyait bien qu'il y avait un fichier qui avait été delete, qui était là, qui s'appelait root.txt, mais il était vide. Vous voyez, il est à 0. Donc il était complètement vide. Et en fait, même si j'essayais... donc là, en fait, ce que je peux faire, c'est dire, vas-y, copie-moi le fichier.
à un endroit ici, dans mon système. Là, je quitte. Et là, j'ai bien mon fichier qui est là. Sauf que, vous voyez, il est vide. Voilà. Donc, on en a fini pour la box. Maintenant, j'ai envie de vous parler d'un autre truc. Pourquoi on a fait... pourquoi est-ce que j'ai voulu vous montrer la box Mirai? Parce qu'en fait, d'un point de vue de la... Alors, d'un point de vue de box, il y a deux, trois trucs qui sont intéressants. Mais là, en gros, c'est quand même relativement facile et rapide. Si vous avez vu une énumération complète de chaque port, de chaque service, et que vous vous posez plus ou moins les bonnes questions à chaque fois, c'est assez rapide. Et encore là, on a fait durer le plaisir, quoi. Il y a juste un petit truc un peu touchy à la fin là sur le comment on récupère le flag, mais en vérité, vous regardez quelques blogs sur internet sur la récupération, et encore même pas, je vous dis, regardez quelques blogs, mais en fait, en vérité, vous voyez, quand j'ai fait un cat, quand j'ai fait direct un cat de SDB, j'avais déjà mon flag. Le fait de récupérer le fichier complet, ça c'était juste un truc perso pour me dire ok, j'ai vraiment réussi à récupérer le fichier d'origine. Mais rien de très compliqué. Par contre, ce qui est vraiment intéressant sur cette box là, c'est le fait de voir en fait de l'IoT non protégé. Et pourquoi la box elle s'appelle Mirai? En fait, la box elle s'appelle Mirai parce qu'il y a un botnet très très connu qui s'appelle Mirai. Alors vous pourrez, alors tout ce dont je vais parler là, vous allez pouvoir le retrouver dans le doc et dans le report hein, que je vous ferai passer sur le Discord. Donc le botnet Mirai, en fait, voilà, il a sévi il y a quelques années. Alors, qu'est-ce qu'un botnet? En gros, le botnet Mirai, qu'est-ce qu'il faisait? Il infectait des IoT, donc Raspberry, télé, caméra, tout ce qui est objet connecté, et qui était non protégé d'un mot de passe, qui avait un mot de passe par défaut, un login et un mot de passe par défaut. Il les infectait, il faisait en sorte que personne d'autre ne puisse se connecter dessus, et ensuite il communiquait en fait avec la personne qui l'avait mis en place pour pouvoir mettre en place des attaques DDoS. Parce qu'en fait, le principe d'une attaque DDoS, c'est que vous envoyez un maximum de requêtes à une cible, mais si en plus, en fait, vous avez une armée d'objets connectés qui envoient des requêtes simultanément à votre cible, bah, ça fait des chocs à pic. C'est voilà, c'est là si vous avez des centaines. Alors là, a priori, si je raconte pas de bêtises, on va aller regarder Mirai Source Code. Le mec a publié. Donc ce qui s'est passé, c'est que Mirai, au bout d'un certain nombre d'années, le créateur en fait, il a fait un post en fait pour donner le code source de son botnet et il a fait un long post pour expliquer que entre guillemets il prenait sa retraite et il disait aux gens comment installer son botnet, etc. Et donc où est-ce qu'on le voit? Je crois qu'à un moment donné, il nous dit combien de botnets il avait en même temps. Je l'ai pas là. Je le vois plus. Ouais, si. Donc là, il dit 60 à 70K. Mais j'ai lu... Ah, voilà. Vous voyez, genre, un serveur CNC, genre, si on utilise... Genre 2% du CPU, c'est 400 000 bots. Donc vous imaginez un peu genre la puissance d'une attaque DDoS avec ce truc-là. C'est monstrueux. Donc ce qu'on va faire,
c'est qu'on va regarder un petit peu comment il fonctionnait son bot qui a été écrit en C. Donc son botnet. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faisait le botnet? Le premier truc qu'il faisait, c'est que en permanence, donc dès qu'il infectait, non, d'abord il scanne. En fait, d'abord, ce qu'il faisait, c'est qu'il scannait des plages d'IP très larges, en excluant certaines plages d'IP. Et une fois qu'il avait trouvé des cibles potentielles, il testait un certain nombre de creds, donc de mots de passe par défaut, sur ces cibles. S'il arrivait à en rentrer, et bien là, ce qu'il faisait, c'est qu'il se débarrassait de tous ses concurrents en faisant un check des différents botnets qui pouvaient circuler à l'époque, et il leur bloquait l'accès. Il les virait de la mémoire de la mémoire de l'IoT, et du coup, il faisait en sorte qu'ils ne puissent pas se reconnecter. Comme ça, lui avait, entre guillemets, les pleins pouvoirs sur l'IoT. Puis, il se mettait en veille, en attente, en fait, de commandes du C2, donc c'est-à-dire du serveur d'attaque du hacker. Donc, bot, scanner, et alors là, si on va regarder un petit peu dans le code, ce que vous pouvez voir. Donc tout ça c'est accessible sur le net. Il n'y a pas de grand secret. Comment ils pouvaient savoir à quoi ressemblaient les autres botnets? Et bah, en fait, les autres botnets, il y a deux choses qui permettent il y a deux choses qui va permettre de les identifier, comme on pourrait très bien identifier aussi Mirai. La première des choses, c'est les ports sur lesquels ils vont attaquer ou se connecter. Donc typiquement, là, je pense qu'on va pouvoir le voir. Alors, non, là, c'est la liste de creds. Donc, il y a les ports sur lesquels ils vont pouvoir se connecter. Et puis ensuite, il y a leur signature en mémoire dans l'IoT. Donc, en fait, si tu recherches la signature de ces botnets dans la mémoire, ou en fait des process bien particuliers qu'utilisent ces botnets, eh bien tu peux entre guillemets les éradiquer. Et donc lui, ce qu'il faisait, c'est que il cherchait ces signatures dans la mémoire, il cherchait ce type de process et les éradiquait pour être le seul en fait à être détenteur de l'IoT. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est la liste en fait des creds qu'il testait sur les différentes machines. Donc vous voyez, c'est vraiment du classique de classique. Root admin, root, mais ça marche. C'est ça qui est fou. On l'a vu ce soir sur un Pi Hall. En gros, si vous n'avez pas changé, enfin sur le Raspberry Pi, si vous n'avez pas changé le mot de passe, c'est Pi Raspberry. Voilà, donc là en gros n'importe quel botnet scanne votre IP, enfin scanne l'IP de votre IoT et puis il rentre dessus, direct. Donc c'est pour ça que c'est très très important de changer ces mots de passe par défaut, mais immédiatement. Donc là on a donc la liste en fait des creds qui testaient, et si l'une de ces creds était OK, il rentrait sur la bécane. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre dans le code? On va pas l'analyser pas à pas, ça sert à rien, c'est trop gros, ça prendrait trop de temps, mais je vais juste vous montrer des petits des marqueurs qui sont importants dans le code. Ce qu'on peut voir par exemple, alors c'est où? Je crois qu'il y a les ranges d'IP normalement. Ah voilà, vous voyez en fait, alors ce qu'il faisait, c'est qu'il donc en fait il générait des ranges d'IP à tester de façon aléatoire, mais en excluant un certain nombre d'IP parce qu'elles n'étaient pas nécessaires à tester. Typiquement, il exclut le loopback parce qu'on va pas se tester en loopback, mais il va pas tester le 000 parce que c'est une adresse invalide. Et donc il sortait General Electric, Hewlett Packard, La Poste US,
tout ce qui était IP interne. Pour justement ne pas aller chercher sur les réseaux, mais directement des bécanes qui étaient en accès Internet. Et par exemple, on peut voir ici que un certain nombre d'IP associés au département de la défense américaine, il les a exclus, histoire d'être en mode fufu, quoi. Donc ça, c'est le genre de truc. C'est le genre de truc qui fait que ça lui a permis d'être un peu plus furtif que certains botnets ou que certains virus. Ce qu'on peut aller regarder, je vous disais que c'est un botnet qui éliminait en fait la concurrence. Et donc en fait, on peut voir qu'il y a carrément voilà, genre killer.c. Franchement, amusez-vous à aller voir le code. C'est ultra lisible. Vous allez comprendre. Hein. Franchement, tout ce que ça fait, c'est vraiment intéressant. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit ici Ah bah là, typiquement ici. En fait, ce qui nous dit, tac, voilà. Là, il nous dit, en gros, il sait que il y a différentes connexions qui se font en règle générale sur les IoT et notamment par les botnets. Donc ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va dire vas-y, regarde s'il y a une connexion sur le port 23, quel port telnet, et tu me la kills. Tu la kills, et en plus, non seulement tu la kills, mais en plus tu fais en sorte qu'on puisse plus se connecter dessus, sur le port 23. Il va le faire sur le port 22 SSH, et il va le faire sur un certain nombre de ports. Donc là, en fait, c'est comme ça que, entre guillemets, il va killer une partie de la concurrence. Et alors, si je vais un peu plus loin, en fait, là, on va voir, bah là. Vous voyez, en gros, ce qu'il fait là, donc là, tout ça là, ce qu'on voit là, donc Qbot, Qbot 2, Qbot 3, UPX et Zolar. On va voir aussi animé, je sais pas où il est animé. Je crois qu'il a carrément une section particulière animée. Donc en fait, tout ça, c'est des noms de botnets concurrents. Et là, en fait, tout simplement, ce qu'il fait, c'est justement, vous voyez, Memory Scan Match. Donc en gros, là, il va aller checker si il arrive à détecter ces botnets concurrents, et s'il les trouve, il les bute. Voilà, donc tout ça c'est ce qui va lui permettre d'éliminer la concurrence. Et donc je vous laisse, vous irez voir, mais voilà, je vous ai montré deux trois petits marqueurs. Ça c'est pareil, je l'ai mis dans le document que je vous passerai sur le Discord, comme ça vous aurez les liens, les différents screenshots en fait des endroits intéressants à aller voir. Mais on peut se dire mais c'est complètement ouf. Enfin, comment c'est possible que genre Mirai arrive à trouver comme ça de l'IoT genre en mode sauvage et qu'il arrive à s'y connecter. Je sais pas si vous connaissez, mais en fait il y a un moteur de recherche qui s'appelle Shodan. Et Shodan en fait il permet d'aller chercher en fait des systèmes et de les chercher d'une manière un peu particulière, c'est-à-dire qu'on va réussir à chercher des systèmes en fait par numéro de port, par vulnérabilité, par ce genre de choses en fait. Et je me suis amusé un petit peu avant le stream à rechercher en fait à faire quelques recherches. Ah oui, alors là il veut pas. À faire quelques recherches en fait sur Shodan pour essayer de trouver en fait justement de. Alors, est-ce que je peux là IPCam, mais je crois qu'il va me dire, ouais, il va me dire que c'est pas bon. Ce qu'on va faire, c'est que je vais le faire là. En fait, Shodan, j'ai fait une recherche cet après-midi en lui disant bah tiens vas-y, est-ce que tu peux me sortir des IP
des IP caméras qui auraient des creds par défaut. Et en fait, il m'a sorti un certain nombre d'IP. On va pas rester longtemps dessus, c'est juste histoire de vous montrer la simplicité des choses. Mais on en a trouvé, j'en ai trouvé une ou deux cet après-midi où, par exemple, là je rentre. Bah là, il n'y a même pas de creds. Vous voyez le truc là? Donc là, on est connecté à une caméra quelque part. Je le coupe tout de suite. J'en ai trouvé une autre qui était ici, grâce à Shodan. Hein. Donc, en fait, si un moteur de recherche peut vous les montrer comme ça, je vous assure que le botnet Mirai, il les trouve très très facilement et il spread à une façon, à une vitesse qui est hallucinante. Et là, admin, mot de passe par défaut. Ouais, c'est moi qui bougeais la caméra. Ouais. Panneau de contrôle. Il y a quoi? 16 caméras. On fait quoi? On les active, on regarde. Voilà. Donc là, c'est un truc complètement dingue, quoi. Donc là, vous avez ce type de choses qui est dans le sauvage. Je ferme. On a juste vu que ça fonctionnait, on touche à rien. Mais en gros, là, on est sur... En fait, vous voyez, avec une recherche internet, vous avez une adresse IP import, un mot de passe par défaut admin, et vous tombez sur genre des caméras de sécurité de quelque part. C'est complètement dingue. Et donc en fait, Mirai, qu'est-ce qu'il fait? Mirai, il scanne tout internet. Et en fait, ce qui est fou, c'est que chaque bot scanne des ranges d'IP. Donc en fait, au début, vous avez un bot qui va scanner et il va détecter une IP. Il va tester les creds dessus, ça va fonctionner, il va s'installer sur cette bécane là, il va virer tous les concurrents, et là il est en attente. Mais en fait il est en attente. Mais pendant qu'il fait ça, pendant qu'il est en attente qu'on lui dise s'il doit faire une attaque DDoS, mais lui il va scanner. Donc en gros, c'est deux bots maintenant que vous avez qui eux deux scannent, et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc en fait c'est exponentiel. C'est juste complètement ouf. Donc en fait c'est pour ça que le gars il s'est retrouvé à un moment donné avec des 300 000 bots, 400 000 bots. Et donc, bon, le gars était recherché genre partout. Hein. Et donc, ce qu'il faisait en fait, c'est qu'il disait, genre, sur le Darknet, etc., il disait, bon, bah voilà, je propose mes services de DDoS. Voilà. Vous voulez DDoS tel site, pas de problème. Moi, je le DDoS pendant tant de temps et ça vous coûte tant. Et imaginez, je sais pas, 10 heures ou 24 heures d'un site marchand qui est down au mauvais moment. C'est des millions et des millions d'euros ou de dollars ou de tout ce que vous voulez que ça peut coûter, quoi. Ça me fait penser à Do Not Feed the Monkeys, un jeu Steam où on surveille des gens avec un truc similaire à Shodan. Ouais, mais en fait, sur Steam, vous allez retrouver en fait un certain nombre de... Alors, attendez, vous allez retrouver un certain nombre de jeux qui ressemblent un petit peu, à ce genre de choses. On a fini la box, donc là, le temps qu'on discute, si vous avez des questions, etc., je vais juste couper la bécane et me remettre directement comme ça en visu. Ah tiens, d'ailleurs, j'en ai fait un autre. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je me suis fait un petit kiff. Je me suis dit, si on fait du hacking, normalement, on est dans un environnement de hacking de... Et voilà, téléporté. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, non? Comme petit fond, là. Donc ouais, en fait sur Steam, t'as pas mal de jeux qui ont pop avec genre du simili hacking ou qui t'apprennent un peu des trucs de hacking. Ouais, t'as vu, je bosse à la NSA là. Ouais.
On dirait un soc. Bon, les mecs sont un peu les uns à côté des autres, hein, mais ouais, on dirait un soc derrière moi. Et ouais, il y a. Mais d'ailleurs, je crois que Will, il a pas le temps en ce moment, mais je crois il avait comme projet justement de streamer ce type de jeu en fait. Il voulait faire un parallèle entre ce type de jeu qui se dit dans le hacking, etc., et le vrai hacking, voilà quoi. Mais, mais pour l'instant, en ce moment, il n'a pas le temps. Mais je pense que quand il aura un peu de temps, il mettra ça en place. Ouais. Donc voilà, c'est le bot Mirai. Donc ce truc-là, c'est sorti en quelle année C'est sorti il y a un petit moment. Hein, parce que le code source du gars là. Attendez, je vais retourner dessus. Mirai botnet. C'est relativement vieux. Hein, 2016, non, 2016, non, non, non. Ouais, si, c'est ça. Donc, le code source pour le logiciel malveillant Mirai a été publié fin octobre 2016 sur des forums de hackers. Et donc, en fait, c'est l'auteur de ce botnet, c'est Anna Senpai. Donc, c'est un pseudo, hein, bien sûr. Et la majeure partie du code est écrit en C. Donc tout ce qui est code malveillant, c'est en C. Et ensuite, tout ce qui est gestion du serveur de commande, c'est écrit en Go. Donc ça peut être intéressant si vous voulez d'aller voir le code source. Suite en fait à la publication de ce code source, vous pouvez vous en douter, il y a plein de gens qui ont modifié le truc, qui ont rajouté des creds, des fonctionnalités, des trucs, des machins. Et du coup, a pop un certain nombre de botnets, dans les années qu'on suivit. Et encore aujourd'hui, en fait, on retrouve beaucoup de botnets. Le truc, c'est que aujourd'hui, en fait, la plupart des botnets qu'on va retrouver, ça va pas être des botnets qui s'amusent à qui vont servir en fait à faire des attaques DDoS, mais ça va être plus des cryptomineurs, ce genre de choses. Ça va être plus des logiciels qui vont vous voler, par exemple, vos creds de banque, de crypto et ce genre de choses. Mais pourquoi il change pas les creds après être rentré? Lui, il les change peut-être. Hein. Je veux pas raconter de bêtises, j'ai pas vu hein, s'il changeait les creds. Mais a priori, Mirai, quand. Je sais pas. Je sais pas s'il changeait les creds, mais peut-être qu'il le fait. Hein. Faudrait regarder le code un petit peu plus en détail, mais c'est possible qu'il change les creds lui. Hein. Je crois pas. Je crois pas. Mais en fait, je crois que en fait ouais non c'est ça, c'est ça. Vous savez pourquoi en fait il les changeait pas. Je crois qu'en fait ce qu'il fait c'est que il change pas les creds, mais vu qu'il bloque le fait qu'on s'y connecte, en fait tu peux plus te connecter à ton IoT. Et en fait ce qui se passait c'est que le moyen de dégager Mirai, c'était de débrancher ton IoT et en gros de le redémarrer. Mais on s'est aperçu que quand tu le redémarrais ton IoT, après il devait être en mémoire, je suppose, du serveur, et du coup le serveur ou les autres botnets le réattaquaient dans la foulée, et donc si tu n'avais toujours pas changé tes creds, eh ben il se refaisait infecter, mais genre dans les 10 secondes qui suivaient quoi. En tout cas, les autres botnets d'avant ne le font pas. A priori, non. Après, je connais pas suffisamment l'analyse de botnet et de malware. Mais de ce que j'en ai lu, c'était une des particularités de Mirai. Quoi. Donc maintenant, les nouveaux botnets, je suppose qu'ils le font tous. Quoi. Mais a priori, à l'époque, c'était pas, c'était assez, entre guillemets, novateur. Quoi. Donc voilà un peu pour Mirai. Il y a tout plein d'articles sur internet
vous pourrez consulter. Il y a plein de... Il y a le code source, vous pouvez aller vous amuser. Franchement, c'est ultra lisible. C'est bien commenté en plus. donc, et en plus, le gars a fait un... Donc vous irez voir, en fait, son post, il est encore accessible. Vous pouvez lire le post du gars, enfin du gars ou de la fille. Hein, je dis gars, mais je sais pas si c'est un gars ou une fille. Mais vous pourrez aller voir son post. En fait, il explique tout le fonctionnement. Il explique même, en gros, les prérequis qu'il fallait pour faire tourner son botnet, etc. Enfin, c'est ultra complet et c'est assez hallucinant, quoi. Voilà. Donc ce soir on a fait de la sensibilisation, changez vos changez vos creds quoi. Si vous avez des Raspberry à la maison, si vous avez mais tout hein, parce qu'aujourd'hui en fait on se rend pas compte mais c'est abusé quoi. Entre votre Alexa, votre télé, votre montre, votre je sais pas vos volets roulants, vos moi chez moi par exemple j'ai la caméra, j'ai une caméra pour mes enfants, je vais avoir enfin voilà on a de plus en plus d'objets connectés et donc faut faire super attention quoi. Déjà, la première chose, c'est changer les creds. Pas par défaut. Ensuite, essayer d'avoir des mots de passe qui sont longs. Même si, malheureusement, en fait, sur pas mal d'objets aujourd'hui d'IoT, c'est même pas possible d'avoir des mots de passe longs. Je prends l'exemple, typiquement, il y a des télés où ça va être un PIN à 4 chiffres. Vous pouvez pas faire mieux. En gros, même si vous vouliez mettre un mot de passe, je sais pas, moi je mets des mots de passe de 24 caractères ou plus, bah là vous pouvez pas. Là, quand vous avez une télé qui a un pin à 4 chiffres, autant vous dire que ça se craque en 2-2 quoi. Et ensuite, le truc à faire c'est bah, vous savez pas si en fait vous contrôlez pas les mises à jour que vont faire ce type d'objet. Donc en gros, si vous pouvez chez vous, le mieux c'est de les isoler sur un réseau secondaire. C'est-à-dire que on peut imaginer par exemple à la maison de se dire ok j'ai mon réseau de confiance où j'ai mon ordinateur et notamment mon ordinateur de travail. Mon téléphone, mes tablettes, et se dire j'essaye de créer un réseau secondaire là où je vais mettre tout mon IoT. Et du coup, comme ça, de ne pas les faire communiquer l'un avec l'autre. Déjà, vous évitez quand même pas mal de choses, quoi. En ayant à la fois un réseau secondaire, plus en ayant changé toutes vos crêtes, bon, il y a quand même peu de chances que les gens prennent le temps et l'énergie d'aller hacker Monsieur Michou chez lui et de se faire chier à craquer des creds sur détecter un réseau secondaire, etc., etc. Donc là déjà vous êtes plutôt safe. Donc faut essayer d'être un peu conscient de tout ce type de choses, quoi. Surtout que maintenant, pour avoir en fait des mots de passe, c'est super facile. Vous avez plein de logiciels. Vous avez LastPass, Bitwarden, KeePass. Vous avez plein de gestionnaires de mots de passe. Vous prenez un gestionnaire de mots de passe. Vous changez tous vos mots de passe avec des trucs très longs. Je sais pas, plus de 12 ou 14 caractères avec de l'alphanumérique, des symboles, et puis déjà vous êtes pas mal, quoi. Après, si tu as un réseau secondaire, tu peux plus te connecter à tes dispositifs, non. Bah, en fait, tu peux mettre un pare-feu entre les deux, quoi. Et du coup, mais de toute façon, t'as pas besoin de t'y connecter. Regarde par exemple, en fait, t'as juste besoin que tes IoT. Enfin, après, ça dépend des IoT. Par exemple, ta télé. Ta télé, t'as pas besoin de t'y connecter, en gros. T'as juste besoin que ta télé soit connectée à Internet, par contre. Si tu veux, par exemple, genre Smart Télé, etc.
Mais en fait, toi, par exemple, de ton ordinateur, tu n'as pas besoin au jour le jour de te connecter à ta télé. Ou Alexa, par exemple. Alexa, t'as besoin qu'elle soit connectée à Internet, mais t'as pas. Et puis éventuellement un autre système IoT, genre tes volets ou ta musique, mais t'as pas besoin, toi, de te connecter avec ton ordinateur perso, pro ou ta tablette à Alexa. Donc en fait, tu as simplement besoin que euh, ton réseau perso que tu contrôles avec des appareils de confiance soit connecté à Internet. Et de l'autre côté, tu as besoin que ton réseau avec tes IoT où tu peux pas avoir confiance soit connecté à Internet. Et maintenant, si tu veux faire une passerelle entre les deux, eh ben, éventuellement, tu mets un firewall, quoi. Ou tu mets une protection, quoi. Ok, je vois, mais imaginons que tu as une box domotique. De temps en temps, tu peux pouvoir contrôler des trucs. Oui, oui, effectivement. Mais alors là, après c'est à voir. En fait, ce que tu peux faire éventuellement, c'est te dire bon, bah, justement, pour faire de l'administration de ma box domotique, je vais m'y connecter, mais que ponctuellement. Et à ce moment-là, ce que je ferai, c'est que je le ferai d'un ordinateur que je pense plutôt sécurisé, que je vais connecter à ce réseau d'IoT pendant un laps de temps donné et restreint pour administrer en fait mes objets, puis je le déconnecterai pour le repasser sur un réseau de confiance, par exemple. On peut imaginer, et puis sinon tu peux enfin après tu peux imaginer plein de choses comme dans les entreprises. Maintenant, faut pas que ça te coûte trop cher parce que chez toi ça sert à rien non plus d'avoir la protection de la NASA, tu vois, mais voilà, c'est des choses qui se réfléchissent et puis après c'est des trucs de bon sens, quoi. Mais effectivement toute la domotique, moi je la mettrais à part, quoi. Enfin, malheureusement, chez moi, c'est pas encore comme ça, mais c'est ce que je compte faire. Ouais. Je suis en train de regarder un petit peu pour le faire. Après, moi, j'ai pas beaucoup d'IoT, mais plus on a d'IoT, et je pense plus c'est intéressant de. D'ailleurs, il y a un YouTuber américain que je suis et qui fait vraiment un contenu excellent qui s'appelle Network Chuck. Et ce gars-là a fait une vidéo il y a quelques mois où il explique un petit peu comment lui a monté en fait son réseau chez lui. Et alors lui, il fait encore différemment. Euh, euh, il a trois réseaux. Il a son réseau de confiance, il a un réseau intermédiaire avec, on va dire, de l'IoT, mais de très grandes marques. De l'IoT Google, Amazon, des trucs un peu installés. Et ensuite, je sais pas, du Philips. Et puis ensuite, il a un troisième réseau où là, il met toutes ces merdes. Genre, s'il a acheté un truc sur Wish ou Alibaba ou n'importe où, un truc où il sait pas d'où ça sort, il sait pas ce qu'il y a dedans, il sait pas si c'est géré, si c'est mis à jour, etc. Ça, il le fout sur un réseau, genre en mode là, je mets tous mes trucs pourris, quoi. Et c'est intéressant. Et du coup, ensuite, il contrôle le tout avec du firewall, etc. Après, le gars, c'est un bon bourrin aussi. Hein. C'est un bon bourrin. Le gars, il est certifié CCNA, CCNP, etc., etc. Donc, c'est son métier. Mais ça peut vous faire réfléchir, en fait, à des petites choses à mettre en place chez vous, quoi. Pour éviter ce genre de conneries, quoi. Donc voilà, quoi. Parce qu'en fait, votre télé, vous savez pas si demain il y a une mise à jour de votre télé, il y a une vulnérabilité dedans, bah en fait, quelqu'un peut très bien attaquer votre télé, puis pivoter sur votre réseau de maison et en fait infecter enfin vos ordinateurs, quoi. C'est d'ailleurs. Alors, il y a un truc, si vous l'avez pas vu, qui est génial. Comment ça s'appelle? En fait, il y a eu. Alors, c'est un peu vieux aussi, mais il y a eu quelques années un hack de ouf sur TV5 Monde, où ils ont carrément shut down TV5 Monde.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Donc, en fait, vous pouvez retrouver le report de ce truc-là, qui a été fait par l'ANSSI, et vous pouvez le choper sur Internet, où en fait, il y a les mecs de l'ANSSI qui vous détaillent point par point, heure par heure, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et comment ils ont... réglé la crise, comment ils ont répondu en fait à la crise et comment ils sont remis d'aplomb. Et vraiment ça vaut le coup parce que en fait le gars il explique que TV5 Monde, en gros, il y a eu un shutdown parce que à la base, les mecs ont réussi à rentrer sur des caméras. En fait, les caméras qui étaient dans le plateau télé, donc des grosses caméras de télé, elles étaient connectées à Internet. Et en fait, il y avait une vulnérabilité. Et les mecs sont rentrés sur la caméra pour ensuite pivoter sur le réseau de TV5 Monde. Si bien qu'ils ont réussi à prendre possession d'un certain nombre de bécanes sur le réseau TV5 Monde et de carrément shut down la chaîne de télé, quoi. Donc, c'est complètement ouf. Et donc ça, en fait, part de... Alors, c'est du gros IoT, parce que c'est de la caméra professionnelle de télé, mais c'est de l'IoT, quoi. C'est... Personne ne fait jamais gaffe, en fait, à ça. C'est les mots de passe, les mises à jour. Qu'est-ce que vous savez ce qu'il y a dans les mises à jour de votre montre, de votre télé ou de votre Alexa? Jamais. Il n'y a jamais personne qui s'en occupe. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant. Enfin, qu'il faut prendre conscience et essayer de faire quelque chose là-dessus, quoi. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Ce que je ferai, c'est que toutes mes notes, je vais vous les envoyer sur le Discord comme d'habitude. Du coup, si je résume un petit peu vite fait la box, c'est ce qu'on a fait ce soir. Donc, on a fait nos scans. On a vu qu'il y avait un certain nombre de ports ouverts. SSH, DNS, HTTP, Plex Media, UPnP. On les a testés un par un. On a regardé, on a vérifié les différents services. On les a testés un par un, assez méthodiquement. D'abord le SSH, le DNS. On est arrivé sur le HTTP, sur le site internet. On a découvert qu'il y avait quelque chose au niveau du nom de domaine qui était un peu chelou. On a creusé un petit peu, on a regardé. On a trouvé le p-hole. Et du coup, on a déroulé. On a réussi à trouver en fait le dashboard. De ce dashboard-là, en fait, on n'a pas réussi à avoir les crêtes, mais du coup, on en a déduit plus ou moins que on était sur un Raspberry et on a tenté des crêtes par défaut du Raspberry et ça a fonctionné. Et malheureusement, sur un Raspberry, quand vous êtes utilisateur comme ça, vous êtes sudo su, on était root. Après, on a fait une petite partie un peu forensique parce que c'était plutôt sympa. Le flag root, il nous le donnait pas directement. Il faisait style, il l'avait perdu. C'était sur une clé USB, c'était perdu. Et donc, on a fait une sorte de petite recovery. Et donc ensuite, après, je vous ai montré un petit peu, on a parlé un petit peu de Mirai, de son code source, de son fonctionnement et des différents botnets dans le même style et comment plus ou moins s'en protéger. Surtout l'IoT, il rush à le mettre sur le marché. Il y a une base secrète militaire qui a été localisée à cause des montres Fitbit. Oui, exact, t'as tout à fait raison. Mais je sais pas si c'est Fitbit. Mais enfin, il y a eu plusieurs histoires. Il y a eu plusieurs histoires sur Fitbit et tout ça parce que il y a eu le fait que qu'ils enregistrent des données sur les bases secrètes, mais surtout il y a eu le fait que la donnée mais je sais pas si c'est Fitbit, mais que la donnée filtrait sur internet et c'est ça qui était super grave parce qu'en fait les mecs ils pensaient que ça enregistrait les données en fait et que c'était sécurisé, sauf que tu pouvais accéder à toutes leurs données de course, etc. et à leur parcours directement dans internet. Et là c'est grave, là c'est super grave. Ouais, avec les itinéraires des séances de sport. Et en fait, avec la géolocalisation, en fait, ils sont aperçus que c'était un endroit où normalement il y avait personne. Et ah ouais, ce qui était trop marrant, c'est qu'en plus tu voyais la forme de la base, si je me souviens bien, parce qu'en fait les mecs ils couraient genre autour de la base. Du coup, tu voyais carrément la forme de la base et tout. Enfin, c'était assez hallucinant et c'était assez ouf, ouais. Mais c'est exactement ça. C'est le problème.
C'est le problème aujourd'hui de l'IoT. Et même si on va plus loin, si on va plus loin, en fait, c'est de la donnée qui peut être utilisée à des fins, je sais pas, par exemple demain. Demain, vous voulez avoir, vous voulez un prêt pour vous acheter un appart à Paris ou une baraque. Vous voulez un prêt, vous allez voir votre banque. Et puis votre banque, ils vous disent, bon bah voilà, ok, mais donc on a le formulaire de santé, etc. Et imaginez si votre banque, elle a accès à vos données médicales, mais genre de, bah, est-ce que le gars, il fait tant de sport, qu'est-ce qu'il achète, pour ses courses. En gros, imaginez si votre banque, pour vous accorder un prêt, elle a accès à toutes les données que vous lui donnez par l'IoT. Mais là, c'est un enfer, c'est un enfer. Parce qu'en gros, voilà, vous êtes niqué. Enfin, voilà quoi. À moins que vous ayez une vie d'asset. Mais c'est pas. Enfin, ça craint quoi. Ça craint grave. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à l'IoT quoi. Et nous on en parle en sécu, mais je pense que les copains de 42L, ils pourraient vous en parler d'un point de vue liberté, éthique et d'un point de vue du libre. Mais c'est un enjeu qui est majeur quoi. C'est un enjeu qui est vraiment majeur. Enfin voilà. Donc ouais, je vous balance ça tout à l'heure sur le Discord. Il y aura les liens, Shodan. Il y aura les liens vers le code source de Mirai. Différentes recherches aussi avec Wikipédia, etc. Et voilà, et je vous envoie tout ça tout à l'heure. Bah, j'espère que ça vous a plu. Et vous m'avez pas dit, on garde ce fond là pour les prochaines sessions, ou est-ce qu'on garde celui-là? Ouais, grosse question. Moi, je suis pas mal dans mon socle là. Ça fait professionnel des internets, non? Ok, ok, ça marche. Sinon, on fera un vote sur le Discord. Ok. Bah en tout cas, bah encore une fois, merci. Hein, merci à vous d'être là et d'avoir. Ouais, ok, on garde la NSA. Merci à vous d'avoir fait vivre le chat, d'avoir posé des questions. La semaine prochaine, alors je vous avoue, j'ai pas regardé encore quelle box on va faire. A priori, on serait soit sur Shocker, soit sur Sens. Non, pas Sens. Sens, elle est pas bien notée. Donc, soit sur Shocker, soit sur Basht. Je sais pas encore. Ce sera dans les deux cas. Normalement, on serait sur de la Linux. Le truc, c'est que Shocker. Ouais, je sais pas encore. Faut que je regarde un peu plus dans le détail, mais ce sera l'une d'elles. Shocker, c'est une vulnérabilité qui est vraiment vieille. Elle est super intéressante. Et puis il faut la connaître. Là encore, c'est entre guillemets de la culture générale de cybersécurité. Donc je pense qu'on fera peut-être Shocker. Mais sinon, je vais regarder Basht. Si elle est plus intéressante, on ira sur Basht. Voilà. Enfin, ce sera une des deux. De toute façon, on vous tient au courant dans la semaine. On vous envoie un petit message sur Discord, sur le Slack, etc. Et voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce stream. Et puis bah, je vous dis à mercredi prochain. Voilà, bonne soirée à tout le monde et une bonne semaine. Ciao.